Vous avez écrit dans l'un de vos livres que la supervision est souvent mal comprise. Et c'est vrai. Heu et c'est peut-être dû en partie au fait qu'on la nomme aussi parfois, contrôle. Or, contrôle, ça fait tout de même très, surveillance, vérification, je connais des jeunes praticiens qui sont encore persuadés que pendant des séances de supervision, un analyste plus expérimenté, leur explique ce qu'il faut faire, ou ne pas faire, hein, et j'en connais même qui sont dans cette attente de recevoir, l'équivalent de la bonne parole, vous savez presque l'attente d'un mode d'emploi, de la façon d'être analyste. Alors c'est évidemment complètement hors sujet. La supervision, ça n'est ni un cours appliqué, ni la correction d'une copie, ni l'exercice d'un contrôle policier de la pratique. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je dirais que c'est un lieu où quelque chose du travail clinique peut être remis sur l'établi, c'est-à-dire retravaillé, déplacé, entendu autrement. Voilà, on pourrait dire que la supervision, c'est l'un des lieux les plus précieux de la formation analytique. Qu'est-ce que vous entendez quand vous accompagnez un praticien en supervision? Mmh, j'entends que qu'en racontant ce qu'il a entendu, ce qui l'a troublé, ce qu'il n'a pas compris, ce qu'il a dit ou n'a pas dit, j'entends souvent qu'il croit parler du patient. Or, assez rapidement, j'entends aussi la place que le praticien occupe dans le transfert. À de tout petits détails, hein, verbaux ou non verbaux, j'entends sa fatigue, son agacement, sa peur quelquefois, très souvent son désir d'aider ou son besoin de réussir, et aussi, son impuissance. En fait, j'aime à dire que la supervision commence vraiment quand le praticien accepte que la difficulté ne soit pas seulement du côté du patient. C'est-à-dire, Beh, c'est simple, une supervision ne peut pas ne pas nous renvoyer à nous et à notre histoire. Et même après une longue analyse, tout ce que dit un patient nous renvoie forcément à un moment ou à un autre à nous-mêmes. Et entre les 2 histoires, eh bien, il y a, je dirais, l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. C'est dire la porosité de cette frontière, et une porosité qui peut parfois porter atteinte, à l'analyste et à l'analyse elle-même, et qui justifie donc, ô combien la supervision. quand vous dites que cela peut porter atteinte à l'analyste, à quoi pensez-vous? Bah, vous savez, l'accompagnement d'un patient en analyse, ça n'a rien d'une promenade de santé, hein. Si quelqu'un décide d'entrer en analyse, c'est évidemment parce qu'il souffre, et la souffrance peut connaître, des Everest ou elle peut connaître des abysses. Il y a des patients qui font littéralement vaciller le praticien. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec des histoires, mais effroyables. Il y a des passages à l'acte, des effondrements, des menaces suicidaires, il y a parfois des demandes complètement impossibles. Et donc ce que je veux dire, c'est que les patients ne se contentent pas, de souffrir, ils déposent carrément quelque chose de leur souffrance dans le cabinet. Et cette souffrance, ben, elle ne s'échappe évidemment pas par la fenêtre, hein. C'est-à-dire que le praticien, la reçoit. Il la reçoit dans son corps, dans son sommeil, dans son humeur, il y pense après les séances. Il se demande s'il a bien fait, s'il a fait assez, s'il a trop fait, s'il a loupé quelque chose, et il faut parler de tout ça, il faut parler de cet impact
qui parfois peut être profondément destructeur. J'ai pourtant le sentiment que la formation analytique a parfois glorifié une certaine impassibilité. Un peu comme si le bon praticien devait pouvoir tout entendre sans être atteint. Oui, alors ça, c'est complètement faux, hein. Même si je reconnais que c'est une idée reçue qui persiste. Moi, je dirais plutôt qu'un praticien qui ne serait atteint par rien de ce qu'il entend, ça serait franchement quelqu'un d'inquiétant, hein. Et tout aussi inquiétant serait un praticien, envahi par ce qu'il entend. Vous voyez, toute la difficulté est là, c'est-à-dire comment être touché sans être, capturé, sans être aspiré dans le trou de la souffrance du patient. On pourrait dire que la supervision aide à trouver une distance juste. Oui, oui, en fait, ce qui est important, c'est qu'elle permet au praticien de déposer ce qu'il ne peut pas conserver en lui. Parce que, il faut quand même bien distinguer 2 choses, hein, l'émotion clinique d'une part et la confusion personnelle d'autre part. Autant la première est parfaitement compréhensible, autant la seconde, révèle une faille chez le praticien, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas été travaillé au cours de son analyse personnelle. Par exemple, pourquoi est-ce que je suis autant atteint par le récit de ce patient? À quoi est-ce que ça me renvoie? Est-ce que cette compassion que je ressens tellement fort, n'est pas chez moi une défense? Est-ce que mon silence, n'a pas été un abandon parce que j'ai été incapable d'accompagner le patient à l'endroit dont il parlait? Ou encore est-ce que je n'ai pas interprété trop tôt, pour que le récit s'arrête? Il arrive qu'un praticien vienne chercher auprès de vous une validation. Bien sûr, bien sûr, il y en a qui voudraient entendre, qu'ils font bien les choses, que le patient est difficile, que, la situation est ingérable. Et parfois c'est vrai, ouais, il faut pas le nier, mais la supervision, ça n'est pas un lieu de consolation narcissique. Voilà. Elle doit soutenir le praticien, mais elle ne doit pas lui éviter de penser sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Et parfois, vous voyez, cette part peut être, minime et pourtant elle peut modifier toute l'écoute. Vous pourriez éclairer un peu ce que vous venez de dire? Est-ce que vous avez des exemples de ce qui appartient à l'analyste et qui peut biaiser une analyse? Bien sûr, imaginez un patient, séducteur. Et il peut tout à fait flatter le narcissisme du praticien, tout comme un patient agressif peut lui faire adopter une posture de neutralité, défensive, ou même le conduire carrément à pousser le patient vers la sortie, hein. Un patient qui est en grande souffrance, réveille souvent un fantasme de sauvetage. Et un patient psychotique peut provoquer une peur, telle que le praticien va, se réfugier dans des interventions, trop raisonnables. Et encore une fois, tout ça est parfaitement humain, mais c'est un matériau qui doit être travaillé. Vous rappelez finalement au praticien qu'il n'est pas extérieur à la scène. C'est ça, exactement. La supervision lui rappelle qu'il est pris. Il est pris dans le transfert et le contre-transfert. Il peut pas faire comme s'il observait la scène derrière une vitre. La parole du patient est toujours agissante et les propres mouvements du praticien répondent à cette action. Alors soit il les entend, soit il risque de les agir et c'est là que l'analyse personnelle demeure fondamentale. On ne peut pas accueillir longtemps les zones les plus violentes de l'autre, sans avoir rencontré quelque chose des nôtres. C'est pas possible, sans imaginer qu'elle va tout résoudre, hein, l'analyse personnelle, bien sûr, mais ne pas être naïf devant soi-même. Un praticien qui croit son désir d'aider, totalement transparent, mais j'ai envie de dire que c'est un praticien en danger. L'aide
peut tout à fait cacher un besoin d'emprise, de réparation, de reconnaissance ou de maîtrise, que sais-je encore, hein. Les meilleurs sentiments sont parfois les meilleurs déguisements. Et vous pensez que le patient arrive à percevoir ce, comment dire, ce biais de la part du praticien? Bien sûr, un patient sent très bien si on veut le sauver ou si on a peur de lui, si on est inquiet, qu'on attend qu'il aille mieux pour se rassurer ou si on supporte vraiment, ce qu'il apporte, dans son récit. La supervision permet parfois de mettre, des mots sur cette perception qui est très diffuse, hein, et finalement je dirais qu'elle redonne de la liberté aux praticiens. La liberté de ne pas obéir à ses propres défenses, c'est ça? C'est exactement ça et c'est essentiel. Il y a des moments pendant une supervision où vous devez dire non. Mmh, je dirais, il y a des moments où il faut surtout dire le réel de ce qui se passe. Dire, bah, ce patient ne relève peut-être pas de ce cadre, ou dire, vous manifestement vous êtes trop seul avec cette situation. Ou encore, il faut passer la main, ou il faut orienter, autrement le patient. Et aussi dire parfois, eh bien, je pense qu'il faudrait reprendre votre propre analyse, hein. Ou encore, il faudrait que vous reconnaissiez que vous êtes captif, d'une emprise, d'une fascination, d'une peur. Vous voyez, la supervision ne peut pas, elle ne doit pas être seulement bienveillante. Elle doit être fiable. Et la fiabilité, ça n'est pas la douceur. Voilà, ça suppose une parole capable de soutenir et de limiter. Un superviseur qui ne fait que valoriser le praticien ne l'aide pas. Un superviseur qui l'écrase de son savoir non plus, hein. Bon, mais là encore, vous voyez qu'il y a une position difficile à occuper, à savoir qu'il doit accueillir la fragilité du praticien, mais sans en faire une excuse permanente. Vous dites que la souffrance du patient n'est pas la seule dans le travail analytique. C'est c'est évident. Le praticien souffre aussi parfois, hein. Il s'inquiète, il doute, il se sent impuissant. Certains patients laissent des traces, d'autres réveillent une grande fatigue. Il faut pouvoir le reconnaître sans pour autant transformer le patient en coupable. La supervision, c'est le lieu où cette reconnaissance peut se faire, sans que le patient ait à la porter. C'est une question éthique. Et puis le patient ne doit pas devenir celui qui console le praticien de ce qu'il lui fait vivre. Il ne doit pas sentir qu'il doit aller mieux pour soulager celui qui l'écoute. C'est un des risques, les plus fins, les plus subtils parce que, le praticien, vous voyez, lui, il ne dit rien explicitement, mais le patient est parfaitement capable de percevoir l'attente. Il comprend qu'il inquiète, qu'il fatigue, qu'il déçoit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'adapte. Et même dans l'analyse, il recommence à protéger l'autre. C'est une véritable catastrophe. Imaginez un peu, un patient vient en analyse précisément parce qu'il a dû protéger trop tôt ses parents, son entourage, ceux qui auraient dû le protéger, lui. Mais si l'analyste reproduit la situation, même discrètement, alors c'est tout le travail qui se ferme. Eh ben, la supervision aide à repérer ces impasses. Elle permet au praticien de reprendre ce qui lui appartient pour que le patient n'ait pas à le porter. Donc, vous voyez, pour prendre une image, je dirais que la supervision, c'est quasiment un lieu de décontamination. Vous pouvez développer cette idée parce que dans décontamination, on entend que quelque chose aurait contaminé le praticien. Mais c'est exactement ça. La clinique dépose en nous
des affects, des images, des tensions. Si nous ne les travaillons pas, eh bien, ils s'accumulent, c'est normal. Et ils modifient notre écoute. Ils nous rendent plus défensifs, plus rapides, plus interprétants, plus froids ou plus réparateurs. Le praticien qui ne se fait jamais superviser risque de croire qu'il travaille seul alors qu'il travaille en réalité avec ses angles morts, je dirais. Vous savez, il faut le dire très simplement, il n'y a strictement aucune noblesse à rester seul avec ce qui devrait être repris et retravaillé. Et encore une fois, la solitude de l'analyste, ça n'est pas l'isolement, elle n'exclut pas les lieux tiers, au contraire, pour tenir seul dans la séance, eh bien, il faut parfois ne pas être seul dans le travail. Voilà, la supervision soutient cette solitude, elle ne la remplace pas. Peut-on dire que la supervision est aussi un des grands lieux de la transmission? Oui, même s'il ne s'agit pas de la transmission d'une technique, hein, c'est plutôt la transmission d'une tenue, je dirais. Comment rester présent devant l'effondrement. Comment ne pas répondre trop vite à la demande? Comment supporter de ne pas comprendre? Comment accueillir la haine sans devenir pour autant persécuteur ou persécuté? Comment entendre la folie sans la réduire tout de suite à un diagnostic? Encore une fois, toutes ces questions ne trouvent pas de réponse dans les livres. Si on en parle dans un livre, ça reste forcément, abstrait. Il faut que ça passe par une parole, vivante, entre praticiens et à partir de situations très concrètes. Ça demande beaucoup d'humilité et je dirais que le praticien qui ne supporte pas de ne pas savoir, il apprendra pas grand-chose en supervision, hein. Il viendra juste, défendre son image. En revanche, celui qui accepte de ne pas savoir, lui, va progresser. Alors, je reviens à une idée qui vous est chère. J'ai presque envie de dire un combat, votre combat contre la normalisation. Diriez-vous que la supervision est l'un des antidotes à la normalisation? Ah, absolument, absolument, parce que elle nous rappelle en permanence que la clinique ne se laisse pas protocoliser. Chaque patient oblige à penser, chaque transfert a sa forme, chaque praticien y est engagé différemment. On ne peut pas remplacer ça par une grille. Alors ça signifie pas que nous pouvons nous passer de repères, n'est-ce pas? Il faut pouvoir reconnaître, les structures, les risques, les impasses, mais le repère, ça n'est pas une recette. Ça peut nous orienter, mais ça ne pense pas à notre place. Eh bien, la supervision maintient cette exigence qui est de penser à partir du vivant. Heu on vit une époque qui aime les procédures, hein, et quand je dis ce que je viens de dire, vous vous rendez bien compte que la pratique, que j'explique ou que je tente d'expliquer est presque subversive. Ça suppose qu'un cas ne soit pas seulement un cas, mais une rencontre, qu'un praticien ne soit pas seulement un professionnel, mais que ce soit un sujet engagé dans une écoute. Quoi encore? Qu'une erreur ne soit pas seulement une faute à éviter, mais parfois que ça devienne un matériau de travail. C'est tout ça qu'il faut défendre. Parce que sans supervision vivante, je dirais autant répondre à un QCM en ligne, hein. Voilà, sans supervision vivante, eh bien la psychanalyse risque de produire 2 types de praticiens. 2 types de praticiens également inquiétants. Soit des praticiens trop sûrs d'eux, soit des praticiens, trop seuls. Et alors les premiers deviennent dangereux par maîtrise et les seconds, le deviennent par épuisement. Voilà. Et entre les deux, Entre les 2, eh bien entre les 2, il y a le travail.